En 1999, une actrice en devenir est assassinée à Los Angeles. Ce meurtre bouleversera tout Hollywood et remettra cet univers en question. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Rebecca Schaeffer est née le 6 novembre 1967 à Eugene, qui se situe dans l'état de l'Oregon. Elle est l'enfant unique de Benson et d'Anna Schaeffer. C'est une personne qu'on décrit comme joyeuse, belle, lumineuse, qui s'adapte aussi très facilement. Lorsqu'elle décidait qu'elle voulait faire quelque chose, elle se focalisait dessus et elle y parvenait. Elle est aussi passionnée par le théâtre. Elle fait ses études à Portland et aspire dans un premier temps à devenir rabbin. Mais très vite, les gens remarquent sa beauté. Et plusieurs personnes lui disent qu'elle devrait tenter sa chance en tant que mannequin. C'est ce qu'elle fait. Lorsqu'elle a 14 ans, elle devient mannequin et lorsqu'elle atteint ses 16 ans, elle décide de partir à New York pour avoir plus d'opportunités professionnelles. Elle continue sa carrière de mannequin, mais son véritable rêve est le cinéma. Elle commence à passer des castings pour des publicités, pour des séries télévisées, et à l'âge de 17 ans, elle décroche un rôle important pour la série One Life to Live. Mais sa plus grosse opportunité arrive en 1986 lorsqu'elle obtient un rôle important dans la sitcom My Sister Sam. Elle retourne dans l'ouest des États-Unis, à Los Angeles pour être plus précis, pour pouvoir tourner la série qui va être diffusée jusqu'en 1988. Tout ça va lui permettre de gagner en notoriété. Sa popularité augmente surtout lorsqu'elle fait la une du magazine 17, puis de TV Guide, qui était à l'époque le magazine numéro 1 des États-Unis, avec plus de 40 millions de lecteurs hebdomadaires. Donc ça a beaucoup contribué à la faire connaître du grand public. Mais malgré sa notoriété, les gens s'accordent à dire que Rebecca reste quelqu'un de simple. Elle n'aime pas forcément les mondanités et elle préfère rester chez elle lorsqu'elle a du temps libre. Elle ne se sent pas comme une célébrité. Pendant ces années-là, Rebecca fait la connaissance d'un étudiant en cinéma qui s'appelle Brad Seiberling, avec qui elle va entamer une relation. Après l'arrêt de la série My Sister Sam en 1988, elle obtient des rôles mineurs dans plusieurs films mais pas de rôle majeur. En 1989 vient enfin une énorme opportunité pour Rebecca. Elle va passer l'audition pour le film Le Parrain 3 de Francis Ford Coppola pour jouer la fille d'Al Pacino, un rôle que convoitaient beaucoup de jeunes actrices à cette époque. Rebecca est à un moment important professionnellement. Sa carrière peut vraiment être propulsée si elle obtient ce rôle. C'est une bonne époque pour elle. La vie lui sourit, mais pourtant, une menace rôde près d'elle depuis des années sans qu'elle ne s'en rende compte. Avec cette nouvelle notoriété, les gens la remarquent, et parmi eux se trouve Robert Bardo. Robert Bardo a grandi à Tucson, dans l'Arizona. Il est le plus jeune de ses 6 frères et sœurs, et son père a fait partie de l'armée de l'air. Malheureusement, Robert subit de nombreux abus physiques et mentaux durant son enfance qui vont le marquer pendant toute sa vie. Lorsqu'il a 13 ans, Robert commence à vouer une véritable obsession pour la jeune actrice Samantha Smith et il décide de prendre un bus pour la retrouver. Les autorités vont l'intercepter sur sa route et le renvoyer chez lui en Arizona. Son obsession pour Samantha prend fin lorsqu'elle perd la vie dans un tragique accident d'avion en 1985. Entre ses 13 et ses 16 ans, malgré de bons résultats scolaires, Robert a des difficultés émotionnelles, peut-être dues aux abus dont il a été victime durant son enfance, ce qui conduit à ce qu'il soit interné à plusieurs reprises. Mais la profondeur de ses troubles psychologiques n'a pas été décelée. Lorsqu'il a 16 ans, Robert s'échappe de sa réalité en se plongeant dès qu'il peut dans des séries télévisées. Et c'est ainsi qu'il va découvrir la série My Sister Sam. Il devient rapidement complètement obsédé par le personnage joué par Rebecca. Il va jusqu'à créer un autel à son effigie dans sa chambre. Entre 1986 et 1988, soit la durée de diffusion de la série, Robert écrit des courriers pour Rebecca. Elle va répondre à une de ses lettres. Et poussé par ce retour de contact, il part jusqu'à Los Angeles, devant les studios de Warner Bros, dans l'espoir de rencontrer son idole. Il se tient, là, devant le studio, les bras chargés de cadeaux, mais les gardes du corps ne le laissent pas passer et Robert rentre en Arizona, frustré de ne pas avoir pu parler à Rebecca. De retour chez lui, il continue à lui envoyer des lettres et va voir un de ses films, Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, dans lequel elle fait une apparition. Dans ce film, Rebecca joue une scène d'amour avec un autre acteur et lorsqu'il voit ça, Robert est envahi par la haine. Il ne supporte pas de la voir jouer une scène avec un autre homme que lui.
et il commence à réfléchir à un plan. Robert veut trouver Rebecca, et pour ça, il fait appel à un détective privé qui va rapidement lui fournir l'adresse de l'actrice. Après avoir obtenu cette information, Robert se rend dans un magasin d'armes où il tente d'en acheter une, et heureusement, le responsable de la boutique constate que sur les papiers de Robert, il est indiqué qu'il a été interné dans le passé, et donc il refuse de lui vendre une arme. Pour ceux qui ne le savent pas, même si le droit de posséder des armes est lié au Second Amendement, il y a certaines clauses pour empêcher des personnes d'en posséder. Dans ces clauses, justement, on va trouver les personnes qui ont été internées dans le passé ou qui représentent toujours un problème mental. Ces personnes-là n'ont pas le droit. Après ce refus, Robert décide de ne pas en rester là, et il se tourne vers son frère, lui demandant d'acheter l'arme pour lui. Son frère accepte, il se procure l'arme, la remet à Robert, ne sachant pas quelles étaient véritablement ses intentions. Son plan est prêt. Robert écrit une lettre à sa sœur qu'elle recevra, lui indiquant que s'il ne peut pas avoir Rebecca, personne ne l'aura. Il se saisit de son sac, de son arme, prend un bus en direction de Los Angeles. Le 18 juillet 1989, Rebecca est toute seule dans sa résidence. Elle ne sort pas cette journée puisqu'elle attend qu'un coursier lui amène le script pour l'audition du Parrain 3. La sonnette retentit, l'interphone de Rebecca est cassé, alors elle se rend directement à la porte et ouvre. Ce n'est pas le coursier comme elle le pensait, mais Robert Bardot qui est devant sa porte. Il lui dit qu'il est un grand fan, il lui montre la lettre qu'elle lui avait envoyée et Rebecca accepte de lui signer un autographe. Puis elle lui dit qu'elle est désolée mais que maintenant elle doit se préparer pour l'audition et elle referme la porte. Robert part et il se rend dans un restaurant où il va manger tout en lisant un livre. 1 heure s'est écoulée. Robert se saisit de ses affaires, sort du restaurant et retourne sonner chez Rebecca une nouvelle fois. Pensant à nouveau qu'il s'agit du coursier, Rebecca ouvre la porte, mais elle est surprise de voir que c'est encore Robert. Concernant ce qui s'est dit à ce moment-là, c'est un peu flou et il s'agit seulement de la version de Robert. Lorsqu'elle le voit, elle lui répond qu'il perd son temps à venir ici, ce qui fait basculer Robert dans la haine. Il lui dit qu'il a oublié de lui donner quelque chose, il se saisit de son arme et il lui tire dans la poitrine, touchant son cœur, puis il s'enfuit en courant. Un voisin appelle les urgences en entendant le bruit des coups de feu et les hurlements de Rebecca, et plusieurs autres voisins aperçoivent Robert courir dans la rue. Ils comprennent que ce n'est pas la première fois qu'ils le voient. Il avait déjà passé toute la matinée à frapper aux portes des gens du quartier, muni d'une photo de Rebecca pour retrouver sa maison. Rebecca est transportée à l'hôpital, mais elle perd la vie dans les 30 minutes qui suivent. Et Robert est arrêté le lendemain du meurtre alors qu'il erre dans les rues de Tucson, et il confesse immédiatement le crime. Lors de son interrogatoire, Robert confirme les faits que je vous ai énoncés plus tôt, mais il ajoute un élément. C'est lorsqu'il découvre un fait divers en 1982 qu'il a eu l'idée de ce scénario. Cette année-là, l'actrice Teresa Saldana a été harcelée par un homme qui plus tard l'a attaquée et poignardée à plusieurs reprises. Mais heureusement, Teresa a survécu à cette attaque. Le procès de Robert a lieu en 1991. Ses avocats vont invoquer son état mental instable dû au mauvais traitement qu'il a reçu durant son enfance afin de justifier le crime qu'il a commis. Mais la procureure, Marcia Clark, qui deviendra plus tard célèbre après avoir été procureure lors de l'affaire O.J. Simpson, déclare que Robert n'est pas victime de folie mais bien d'obsession. La sentence est donnée, Robert est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Robert est en détention, il est toujours en Californie, il a failli perdre la vie en 2007 après avoir reçu 11 coups de couteau de la part d'un autre détenu, mais il a survécu à cette attaque. La mort de Rebecca a lancé les débats autour du lien entre les crimes et le harcèlement. Ce ne fut pas le premier cas, les années 80 avaient été marquées par d'autres faits similaires. Je pense par exemple en 1980, lorsqu'un fan obsédé assassine John Lennon, ou en 1981, lors de la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan par un homme obsédé par l'actrice Jodie Foster et qui disait faire ça par amour pour elle. Et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, la tentative d'assassinat contre Teresa Saldana. Mais c'est après la mort de Rebecca qu'il y a eu une véritable vague de choc et que de réelles mesures ont été prises. En 1990, une loi contre le harcèlement va être créée. Et le LAPD va également créer une unité dédiée au harcèlement criminel. Que l'on soit célèbre ou non, on commence enfin à reconnaître les dommages causés par le harcèlement. La Californie a été le premier État à prendre ces mesures, mais dans les années qui ont suivi, les autres États ont fait la même chose. Ils ont adopté également cette loi. Rebecca est décédée à l'âge de 21 ans. Elle avait un avenir plein de promesses devant elle qui lui a été enlevé.
Mais d'une certaine façon, elle a laissé un héritage à travers cette loi, qui a pu permettre d'éviter d'autres cas similaires. Je pense que cette affaire est assez importante et doit être connue, car elle résonne toujours dans notre société actuelle. Nous sommes dans un monde connecté, médiatisé, où l'information est quasi immédiate. Encore aujourd'hui, des célébrités reçoivent des menaces de mort. Je pense par exemple à l'acteur qui joue Joffrey dans Game of Thrones. Il a été inondé de menaces et d'insultes parce que des gens l'associent au personnage. Et il ne faisait pas la différence entre son rôle et la personne qu'il était réellement. Robert a fait pareil avec Rebecca. Ce n'était pas d'elle qu'il était obsédé, mais du personnage qu'elle incarnait dans la série My Sister Sam. Et il est important de se rappeler qu'il y a une différence entre ce que l'on nous montre et la réalité des choses. Certaines personnes peuvent dire que c'est le prix de la gloire lorsque l'on s'expose, mais en partant de ce fait, on pourrait tout justifier et tout se permettre. Une personne qui s'expose ne doit pas pour autant accepter le harcèlement ou bien même le banaliser. D'autant plus qu'avec l'ère des réseaux sociaux, qui ouvrent un accès beaucoup plus direct avec le public et beaucoup plus facile, il faut faire vraiment attention. Et cela va dans les deux sens. Des personnes que l'on admire peuvent être tout autres dans la vraie vie. Il faut savoir rester sur ses gardes. On ne sait jamais qui est réellement la personne derrière l'écran. J'espère que vous avez apprécié le contenu de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si ce n'est pas également fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.